Bonjour, nous sommes le 7 août et il est un peu plus de 18 h. Alors, plus improvisé que ceci comme vidéo, on ne verra jamais plus. Ok, parce que là, il y a un quart d'heure, je voulais pas la shooter. Et puis, Monsieur Goliath réclame une promenade. Dans une heure, moins d'une heure maintenant, je voudrais absolument regarder les demi-finales du 110 mètres aux Jeux Olympiques. Et je ne sais pas comment je vais faire, alors je vous dis pas. Je viens, regardez, j'ai mes articles. Voilà, Goliath. Tu veux un peu regarder les articles avec moi? Bon, pauvre Goliath. Et alors, Oxo, évidemment, est impatient, à tel point que il n'attend pas que j'ouvre la grille. Monsieur, évidemment, est sorti par sa petite trappe. Le palou n'est pas visible pour le moment. Il est possible qu'il fasse sa sieste typique de l'après-midi à la cave, ou alors il rôde dans la rue. Bref, la folie. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Il faudrait pour bien faire que je dépose Goliath pour consulter mes articles. Je vous explique l'étrangeté de cette improvisation absolue. Remarquez que je ne suis pas rasé, ça fait un bout de temps. Bref, c'est comme ça. J'avais vraiment envie de vous présenter des choses que j'ai trouvées là dans les heures qui précèdent. Parce que, voilà, je m'étais dit, comme je fais chaque année au mois d'août, que j'allais faire quelques recherches. Oula, il y a du vent. Pas bon ça, le vent. Que j'allais faire quelques recherches. Et je les ai faites. Et ça m'a excité. Voilà. Ça m'a vraiment excité. Donc voilà, je partage. Et je vous donne des informations. Alors, si vous voulez, il y a eu un enchaînement. C'est-à-dire que dans les 2 derniers jours, je n'ai pas encore tout à fait fini d'ailleurs, parce que ce sont de très longs podcasts, de très longues vidéos, en fait, parce que je les écoute en vidéo sur YouTube. J'ai attentivement écouté une interview très intéressante, pratiquée par Jérôme Cazerolle sur la chaîne YouTube Biomécanique, qui est intéressante, pas seulement parce que j'ai été l'objet d'une interview aussi avec Jérôme il y a quelques jours, et cette vidéo-là sera publiée sur YouTube en septembre. Je vous ferai d'ailleurs, il m'a promis un petit teaser pour vous connecter à la vidéo sur sa chaîne. Et donc, d'où mon intérêt pour certaines autres vidéos qui figurent sur sa chaîne, et notamment, évidemment, celle qu'il a... Ah, un peu d'ombre. Goliath, mon pauvre Goliath. Bon, alors, comment est-ce que je dépose Goliath sans lâcher toutes mes feuilles? Ouh là 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 là, c'est de l'exercice d'équilibriste. Hein, Goliath? Goliath ou les feuilles? Les feuilles? Je ne sais plus. Goliath, avance. Parce que j'ai mes feuilles en dessous de toi maintenant. Allez. Comment est-ce que je sors Goliath de mes feuilles? C'est une vraie catastrophe. Je ne pense pas que j'aurais dû faire cette vidéo. C'est trop tard. Quand je commence une vidéo, je la finis. Je ne fais aucun montage. C'est brut de chez brut. Et donc, je vais dire, c'est authentique. Bon, c'est mon avis, je le partage. Il faudrait quand même que j'aille chez le coiffeur. Ouais, bref. Alors, regardez, très excitant. Donc, je reprends la chronologie. J'ai écouté... Ouf, un Goliath qui fout le camp vers le haut, là. Ça va pas, ça. J'ai écouté la vidéo, donc, où Jérôme Cazerolle interviewe ce que je considère comme, que beaucoup considèrent comme le nutritionniste français numéro 1, peut-être avec Denis Richer, Anthony Berthoud. D'ailleurs, j'ai un de ses livres. Bon, j'ai compris avec cette interview que j'aurais peut-être dû acheter la version beaucoup plus étendue et scientifique du livre que je voulais acheter ce matin, puis finalement ça m'est sorti de la tête. Je vais le faire en rentrant, parce qu'il y a certainement des choses là-dedans à aller puiser. Son grand livre
dont j'ai oublié le titre exact, je ne vais pas m'aventurer et dire des bêtises, mais enfin c'est une Bible nutritionnelle et d'après ce que j'ai entendu dans l'interview, il y aurait 10 000 références scientifiques. Bon là, je veux dire, je suis battu, je suis fier de mes 1400 références scientifiques qui datent d'il y a un quart de siècle quand j'ai écrit Écosystème intestinal et santé optimale. Mais là, 10 000, il me bat. En fait, oula, ouf, non, ça c'est pas bon ça. Regardez, il y a du risque. Voilà. Oui, c'est top. Moyenne. C'est la grosse improvisation. Bon, il faut que j'avance. Donc, si vous voulez, Anthony est un... bon, c'est surtout un enseignant, je trouve. Enfin, c'est un nutritionniste, évidemment. C'est un ex-sportif de haut niveau. Je crois qu'il continue à s'occuper et à conseiller des sportifs, d'excellents sportifs. Donc, il est aussi, si vous voulez, branché sur le côté sportif de la chose, comme moi quand même, parce que je n'ai pas oublié mes 15 ans de médecine du sport à temps plein. Et donc, c'est intéressant, évidemment, comme interlocuteur à suivre ce que je fais. Sinon, je n'aurais pas acheté ce livre et je ne serais pas sur le point d'en acheter un second. Mais ici, l'interview, si vous voulez, a porté sur certains aspects ApoE, génotype, ApoE. C'est une interview qui date de fin d'année dernière, hein, qui a été faite en 2023 d'après ce qu'on entend dans les discussions et qui a été publiée sur la chaîne Biomécanique en janvier 2024, si je me souviens bien, ou février peut-être, je crois que c'est janvier. Donc, ça date déjà un peu. J'ai remarqué que Anthony parle de génotype dans un autre podcast ou une autre vidéo YouTube, plus exactement, plus récente, où il reparle de ses ApoE et où il a ajouté dans cette dernière interview une petite allusion, une brève allusion à l'importance de l'amylase salivaire. Bon, donc, visiblement, j'imagine qu'il a dû écouter l'une ou l'autre de mes vidéos. Bon, maintenant, je n'exclus pas le fait qu'il ait pu venir à ces conclusions-là de manière indépendante, ce qui serait intéressant. Bon, ce qui est intéressant, c'est indépendant ou pas, parce que ça, seul lui pourrait nous le confirmer. On aboutit vraiment aux mêmes conclusions pour l'ApoE2. Vous savez que sur l'ApoE2, moi je trouve qu'on manque de preuves scientifiques. Moi je parle énormément sur base clinique pour l'ApoE2, donc very high fat diet, very low carb diet. Donc on va allègrement vers le cétogène pour les ApoE2, c'est évident, hein. Et visiblement, Anthony Berthoud est tout à fait d'accord avec ça. Donc ça, c'est rassurant, sauf s'il répète ce que je dis, mais ce qui était intéressant dans cette interview, c'est que il évoque aussi certaines autres preuves scientifiques liées à l'ADN mitochondrial. Bon, alors c'est pour ça que je veux acheter son livre avec les 10 000 références, parce que je pense qu'il faut aller dans ces références-là pour trouver ce à quoi il fait allusion. Je ne suis pas au courant de ça, donc je vais chercher. Ça, j'ai pas eu le temps de chercher aujourd'hui. Mais ce que j'ai cherché aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a interpellé dans son discours, en sus, si vous voulez, de ce que je viens de vous dire sur l'amylase salivaire, qui évidemment limite la capacité de consommer des glucides chez ceux qui ont peu d'amylase salivaire, donc il est bien d'accord avec moi là-dessus. Et en dehors donc de ce que je viens de vous dire sur l'ApoE2, very high fat diet, donc très riche en lipides, pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé sur YouTube, qu'est-ce que ça veut dire very high fat diet? Bon, et vous savez, j'ai été poli, j'ai répondu, j'ai pas dit il y a Google Translate, parce que ça c'est aussi de l'anglais. Alors
Google Traduction si vous voulez. Bon bref, arrêtons avec ça. Mais ce qui m'a interpellé dans ce qu'Anthony a dit dans cette longue interview, parce que c'est un podcast de 2h30, enfin, le mien c'est 3 heures, donc ça, on va dans le détail, on va en profondeur, ce que j'adore. Okay, bon, j'ai un autre podcast prévu pour le mois de septembre avec David Nicolas. Et là, la table, c'est 3 heures. Il faut réserver 3 heures, sinon on n'y arrive pas. Donc, pour quand même finir par vous le dire, Anthony nous a dit dans cette vidéo YouTube que les Inuits étaient apo-E2. C'est faux. Je savais que c'était faux. Je ne sais pas d'où il tient ça. Si c'est une extrapolation liée au fait que ces gens-là ont des diètes très hautes en graisse, d'origine surtout marine, c'est vraiment une extrapolation parce que c'est faux. Ce qui est avéré, et ça il y a des preuves, il y a une publication que je vous ai déjà montrée dans un webinaire, je ne sais plus trop où et quand, mais je vous l'ai montré. Je me souviens, il y a le graphique et tout. C'est que les Inuits ont très peu d'amylase salivaire. Donc là, ça nous renvoie vers des diètes très hautes en graisse et plutôt de type cétogène. Mais c'est pas une histoire d'ApoE2. Alors, vous voulez des preuves? Parce que je suis là en train de gesticuler, le pauvre Goliath est livré à lui-même. Enfin, heureusement, ici, on est dans ma rue, donc il connaît, il s'y retrouve. Alors voilà. Oui. Donc, c'est pas idéal, hein, bon, les conditions. Mais c'est rien, je suis là quand même pour vous dire, je mettrai tous les articles en description de la vidéo, ok? Donc ici, l'apolipoprotéine E calculée en fréquence. Oui, j'ai commencé par cet article-là. Vous allez voir, je vais arriver aux Inuits tout de suite après. Dans une population indienne, sud-africaine, chez les femmes. Donc chez les femmes d'origine indienne, d'origine ancestrale indienne. D'origine ancestrale, je sais pas, c'est pas très brillant aujourd'hui. Hein. Bon, qui sont originaires, si vous voulez, du sous-continent indien, comme beaucoup de gens en Afrique du Sud, surtout quand vous voyez des commerçants, etc., c'est très souvent des gens d'origine indienne. C'est vrai aussi pour l'Afrique de l'Est, enfin bon, passons. Et là, ça recoupe quelque chose que j'avais constaté cliniquement sur Londres, hein, où j'ai travaillé pendant 20 ans, où beaucoup de patients que j'ai vus étaient originaires d'Inde, du Pakistan, d'Afrique de l'Est, du Bangladesh, etc. Donc, cette ethnicité de ce qu'on appelle en Angleterre plutôt, je ne sais pas pour être politiquement correct, South Asia, Asie du Sud. Bon, ok. Moi, je dis sous-continent indien, je trouve que c'est pas mal non plus. Eh bien, on voyait très peu d'ApoE2 chez ces gens-là. Y compris aussi, j'avais des patients de Mumbai, de Bombay, etc., de Delhi. Très peu d'ApoE2. Et un jour, j'ai eu un patient ApoE2, c'était le premier que je voyais. J'ai fait des recherches et j'étais tombé à l'époque, parce que c'est un vieil article qui date de 1995, sur le fait que la fréquence de l'ApoE2 chez cette population d'origine indienne en Afrique du Sud n'est que de 2%. Donc nettement en dessous de ce qu'on peut attendre, moyenne 5-7%, fortement surreprésenté dans ma consultation parce que je crois que ce sont des gens qui ont de gros problèmes avec les diètes modernes très glucidiques et qui donc ont 36 types de dérèglements et doivent consulter en médecine fonctionnelle pour essayer de s'en sortir. Donc on en a plein, mes collègues aussi, beaucoup plus que ce qu'on devrait avoir. Mais dans la population de cette partie du monde, on est plutôt
dans du 5 à 7%. Vous voyez qu'ici, chez les Indiens, on est plutôt à 2%. Et d'ailleurs, l'article précise que personne n'a été identifié en tant que E2-E2. Ben oui, s'il n'y a déjà que 2% de 2, la probabilité d'avoir des E2-E2 homozygotes. Ah, parce que je vous rappelle que quand on dit 2% de 2, c'est des E2 avec quelque chose. Donc ça peut être des E2, c'est typiquement des E2, E3, évidemment, beaucoup plus, l'un ou l'autre de 4. Et puis alors ici, il n'y avait même pas un seul E2 sur un échantillon. Attendez que je retrouve ça. 173 infirmières en bonne santé. Voilà, c'était ça leur échantillon. Ok, bon, ça c'est mon premier article. Bon, alors, il faut encore que. C'est folklore, hein, folklore, parce que on est là quand même. Il faut que les bestioles s'amusent. Oui, Oxo qui espionne Goliath. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fabrique là, ce Goliath là? Oui, vous avez vu Oxo là au-dessus? Ils sont mignons, hein? Hein? Très mignons. Bon, je sais bien. Et vous le savez aussi. Bon, alors, voilà, venons-en aux Inuits, parce que ça fait quand même un quart d'heure que je parle. On n'a toujours pas montré l'article sur les Inuits. Donc voilà, polymorphisme apoeux chez les Inuits du Groenland. Hein, donc ils ont déterminé ça sur deux populations de deux parties différentes du Groenland, la côte du sud-ouest et la côte du sud-est. Au nord, il n'y a personne parce qu'il fait vraiment trop froid, il y a trop de glace. Et en tout cas, la côte du sud-est, donc 78 personnes génotypées, il n'y avait pas du tout de 2. Personne n'était E2. Et dans l'autre population, c'était très bas. Bon, je n'ai pas le texte, le full texte, donc je ne connais pas exactement, mais la conclusion de l'article est que il n'y a quasiment pas de E2 au Groenland. Donc je rectifie cette erreur d'interprétation. Les Inuits mangent très gras parce qu'ils n'ont pas d'amylase, ou ils n'ont pas d'amylase parce qu'ils mangent très gras. Hein. Vous le prenez comme vous voulez. Ce sont évidemment des tendances évolutives sous des pressions de sélection génétique, mais ce n'est pas une affaire de E2. Ok ? Donc ça, je voulais vous dire. Bon, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Bon. Le chien du voisin n'apprécie pas fort que nous soyons dans son allée de garage. Alors on va récupérer le petit Goliath et on va aller un peu plus loin parce que bon, il faut que le chien ne se sente pas envahi, même si c'est par un tout petit limbo comme ce petit Goliath de rien du tout. Oxo, allez viens. Bon, on peut aller se promener plus loin et on va passer à l'article suivant. Alors l'article suivant est intéressant aussi. Il a trait à la fréquence de l'ApoE2 chez les Amérindiens. Donc les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, ok, qui viennent évidemment d'Asie. Hein. Donc c'est pour ça on va repartir vers l'Inde, mais par l'autre côté. D'ailleurs, hein, vous savez, les Indiens, il y en a deux types. Christophe Colomb croyait arriver en Inde. Hein. Il a appelé les habitants des Indiens, mais il se fait qu'il y avait un continent de plus sur son chemin. Et donc, il y a deux types d'Indiens, si vous voulez. Vous connaissez cette confusion qui n'en est évidemment plus une. Bon, donc, mon article sur les ApoE2 chez les populations amérindiennes d'Amazonie, ApoE2 absent. Il n'y en a pas. Voilà. Je vous mettrai l'article en moyenne. Je vous mettrai l'article en description. Ok. Le titre de l'article pour que vous connectiez. Voilà. Le titre de l'article est très clair. Absence de l'allèle E2 chez les Amérindiens. Intéressant, hein? Très intéressant.
Et donc, ça recoupe la rareté de l'E2 en Inde, parce que cette migration qui a envahi l'Amérique est venue d'Asie. Hein, vous êtes quand même au courant, c'est parti d'Afrique, et puis Europe, Asie, et puis évidemment, de l'Asie, par l'Alaska, c'est parti vers toutes les Amériques, et vers le Groenland. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'E2 au Groenland. Okay. Alors, ici, on envoie vers un autre article par Cher et collaborateurs, de 1995, que je n'ai pas imprimé, parce que voilà, le résumé est là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. L'ApoE2, la fréquence de l'ApoE2 chez les habitants de l'Alaska, enfin les gens de souche, okay, ceux qui sont les authentiques habitants d'Alaska, pas l'invasion des Européens et autres qui a suivi, mais chez les Alaskans, non? Bon, je sais pas. Faudra qu'on cherche. Dites-moi, hein, vous qui savez tout. 2%. Okay, donc exactement comme en Inde. Donc on a très peu d'ApoE2 en Asie, en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, puisque l'Alaska c'est quand même dans le Nord, que je sache, et en Amazonie, parce que tout ça vient par l'Alaska, c'est tous les mêmes origines, et les Inuits qui ont en fait la même origine. Tout ça est venu par les Aléoutiennes, hein, passées de la Sibérie à l'Alaska. Ouf, tout ça est excitant. Bref, tout ça démontre complètement cette illusion concernant les Inuits qui auraient beaucoup d'ApoE2. D'ailleurs, pire que ça, je vais encore vous en apprendre, parce que j'ai fait d'autres trouvailles dans mes recherches. Un article qu'en fait j'avais déjà vu, qui m'était un peu sorti de la tête, et qui dénonce aussi un a priori, comme quoi en Afrique c'est E4, hein, et alors c'est lors des migrations vers le froid que le 3 est apparu, il y a 200 et des 1000 ans, et puis le 2, un peu plus récemment, il y aurait moins de 100 000 ans. Bon, ça vaut pas grand-chose tout ça, parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans, je pense, un webinaire, je crois que c'est le webinaire sur le cétogène, il y a beaucoup d'ApoE2 en Afrique centrale, ouest. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Okay, centre-ouest, si vous voulez, okay, dont notamment beaucoup d'anciennes colonies françaises, donc l'Afrique centrafricaine notamment. Alors bon, Goliath se plaint un peu, on va le remettre dans le jardin, comme ça je vais pouvoir finir tranquille et vous expliquer les dernières trouvailles. Et donc ça, je vous remets en description le fait qu'il y a, mais c'est si vous voulez, par tribu, par peuplade, hein, peuple, on peut dire peuple. Peuplade, je trouve un peu péjoratif, ce qui n'est pas du tout le but. Donc c'est évidemment des parties du monde où les ethnies sont de type tribal, hein, et donc avec des différences d'une tribu à l'autre. Voilà, je remets Goliath sur ma propre pelouse, comme ça je ne suis pas tracassé des voitures ou des machins. Et alors là, c'est quand même vachement intéressant. Je vous ai fait un graphique, retrouvé un graphique beaucoup plus détaillé. Alors, je vous donne les chiffres. C'est du plus haut folklore, hein. Mais ils sont tout à fait impressionnants. Il faut encore que je les retrouve, parce que je pense que les événements sont contre moi. Voilà, heureusement il n'y a pas trop de vent ici derrière ma haie. Et ma haie, comme elle a bien grandi, c'est un beau parvent. Voilà, là c'est quand même très excitant. Vous avez sur toutes ces statistiques africaines, toute cette mesure de la fréquence des ApoE en Afrique,
subsaharienne, donc c'est pas l'Afrique du Nord, c'est tout le reste. Vous avez 8 groupes ethnies, donc 8 ethnies qui sont au-delà de 10% en APOE2. Okay. Vous en avez une au Sénégal, je vous passe les noms précis, qui est à 12%. Une au Cameroun à 11%, une au Gabon à 12%. On est déjà au-dessus de ce qu'on voit en Europe, puisqu'en Europe, c'est plutôt 5-7%. Et puis alors, vous avez 5 ethnies qui sont au-dessus de 20%. Les Songhai au Mali, 21%. Les Malinké en Guinée, 23%. Les Mirina à Madagascar, là on n'est pas du tout en Afrique de l'Ouest, mais bon, on est plus ou moins sur les mêmes latitudes, 23%, mais Madagascar est très très loin de là. Et puis vous avez alors 2 résultats extraordinaires, l'ethnie Ewe, E-W-E au Togo, 32% d'APOE2, et les Mossi au Burkina Faso, vous voyez, on est vraiment dans cette partie de l'Afrique, à 37,5% d'APOE2. Donc, il y a quelque chose là, il y a des noyaux d'APOE2 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, plus l'exception de Madagascar en Afrique de l'Est, enfin, qui est même une île qui n'est pas du tout, enfin, qui est à l'est de l'Afrique de l'Est, on peut dire. Et donc, bizarrement, la plupart de ces pays sont d'anciennes colonies françaises, mais ça n'a évidemment strictement rien à voir. C'est une coïncidence. Et donc, c'est pas du tout la théorie que l'E2 s'est développé dans le froid, parce que là, plus chaud que ça, c'est difficile. Hein, c'est vraiment des continents, un climat, pardon, de type équatorial. Donc, c'est certainement pas froid. Voilà. Goliath veut rentrer, certainement il a soif. Et donc, il faut démonter tous ces mythes, parce que l'autre grand mythe, c'est de dire que nous devrions tous manger cétogène parce que nos ancêtres africains mangeaient cétogène. Bon, déjà, ça c'est faux. Anthony Berthoud le rectifie de manière tout à fait éloquente et tout à fait pertinente et sans discussion possible, comme quoi en Afrique équatoriale, il y avait une alimentation beaucoup plus glucidique. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est ce qu'on trouve là-bas. Hein. Donc ça ne tient déjà pas la route. Allez Goliath, rentre. Donc c'est quand même plein de mensonges hein, dans ces vidéos sectogènes. Ils racontent n'importe quoi là. Des chaînes avec des noms d'arbres, excusez-moi, mais pour eux, en Afrique, on mange cétogène. Alors oui, on va trouver des populations isolées qui mangent sans doute cétogène, et peut-être parmi ces populations qui sont E2, parce que les gens, ils ont l'habitude de manger des choses qui leur conviennent de par expérience sur des générations ou des dizaines de générations. Bon, alors, ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau aujourd'hui, si je peux me permettre, parce qu'évidemment dans le cétogène c'est pas tout à fait indiqué. Très excité par cet autre article dont je vous lis le titre, autant que je m'y retrouve. Je n'ai même pas le titre, c'est pas grave, je vous mettrai ça en description aussi. Donc c'est un article paru dans Neurobiology of Aging, hein, et qui nous donne la répartition des APOE chez les Afro-Américains. Bon, chez les Noirs américains si vous préférez, mais bon, African-American en anglais, qui est la façon, je dirais, officielle de les désigner, ce qui me va très bien. Et là, ils font une comparaison avec les Américains blancs d'origine non hispanique. Donc, c'est des Américains blancs d'origine européenne, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglo-Saxons, quand même aussi de l'Europe de l'Est, de l'Italie,
Hein, donc c'est très mixé évidemment. C'est l'immigration américaine blanche, okay, qui s'est propagée sur les 2 derniers siècles, qui est très importante. Et donc on compare ces deux populations-là. Et là c'est très intéressant. C'est ça qui m'a mis le feu aux poudres. Il y a beaucoup plus d'APOE2 chez les Afro-Américains. Et d'où viennent-ils? C'est des anciens esclaves, c'est les descendants d'esclaves. Ils ne sont pas des anciens esclaves, c'est les descendants d'anciens esclaves, hein, affranchis, bon, guerre civile, le nord contre le sud, enfin je ne vais pas vous refaire tout ça. Et donc, ils viennent d'où? D'Afrique, de l'Ouest. Un des gros départs d'esclaves, c'était le Sénégal. Le Togo aussi, je crois, même le Gabon, c'est vraiment la côte des esclaves. Je pense même que ce terme doit exister. Il faudrait que je reprécise exactement l'endroit que ça concerne. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme prévalence de l'APOE2? Pas celle que nous avons en Europe, vous voyez. On a 24% d'APOE2 chez les Afro-Américains. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en plus un excédent d'APOE4, parce qu'évidemment, par exemple, au Nigeria, qui n'est pas loin de là, qui a certainement aussi donné des esclaves, il y a eu des esclaves tout du long. Moi, j'ai un patient anglais dont les parents ont été des esclaves libérés qui venaient du Nigeria. Donc, il y a aussi une surreprésentation de l'APOE4, avec 36% d'APOE4. Donc, si vous voulez, chez les Afro-Américains, on a 60% d'APOE4 et E2 combinés, et on n'a que 40% d'APOE3. C'est presque la moitié de ce qu'on trouve chez nous. Donc, la conclusion de tout ça, pour ne pas vous noyer dans 36 chiffres, quelle conclusion est-ce que je tire? Eh bien, je conclus que les mythes doivent être, une fois pour toutes, remis au placard. Non, l'Afrique, c'est pas APOE4 homogène. Il y a plein d'APOE2 dans certaines parties de l'Afrique, mais pas toutes. Par exemple, chez les Tutsis, voilà, Tutsis, ça c'est intéressant aussi, je trouve, il n'y a pas d'APOE2. Mais chez les Hutus, donc tout ça c'est au Rwanda, vous vous souvenez quand même de la guerre civile, il y a 9,5% d'APOE2. Et donc il y a une différence ethnique flagrante entre les Tutsis et les Hutus. Chez les Hutus, il y a beaucoup plus d'APOE2 que chez les Tutsis, et inversement, il y a moins d'APOE4. Donc, vous voyez, donc, cette histoire de décréter que les Africains sont APOE4, c'est faux. De prétendre qu'ils ont toujours mangé cétogène dans les époques anciennes, quand Homo sapiens a commencé à envahir l'Afrique, et probablement Homo erectus avant, dire qu'ils mangeaient cétogène, c'est faux, ok, ça ne tient pas la route. Et de prétendre que les APOE4, alors ça c'est le dernier article qu'il faut encore que je vous présente, que les APOE4 c'est vers le sud, et puis quand on remonte vers le froid, on passe à APOE3 puis à APOE2, ça ne tient pas la route non plus. Parce que, dernier article que vous aurez également en description, ceux qui veulent approfondir, ils auront besoin de la description, hein, parce que sinon, évidemment, c'est un peu confus tout ça. Mais avec les articles, vous allez pouvoir tout vérifier, tout recouper. C'est un article de 1999 qui s'intitule « Hétérogénéité de la fréquence de l'APOE4 dans les populations européennes ». Accrochez-vous au bastingage, tenez-vous bien. J'aimais bien ça, accrochez-vous au bastingage. Celui de l'époque où j'étais marin. Bon, pas mon fort, le pied marin, non merci. Donc voilà, fréquence de l'APOE4 dans le nord de l'Europe, 18%.
Dans l'Europe de l'Ouest, 16%, avec des fluctuations, hein, ça va jusqu'à 20%. Dans le Nord, ça va jusqu'à 23 et des pourcents, mais ils font des moyennes. Europe centrale, 13%, Europe du Sud, 8%. Donc le gradient d'ApoE4 en Europe est l'inverse de ce qu'on nous prédit en fonction du climat. Il y a plus d'ApoE4 dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Hein. Et la conclusion de cet article, c'est que l'apparition de l'ApoE4, enfin la prépondérance, on va dire, pour traduire, parce que je traduis librement de l'anglais ici, de l'ApoE4 décroît du nord de l'Europe vers le sud. La fréquence la plus haute en Europe pour l'ApoE4, c'est la Finlande, avec une moyenne de 22%, c'est leur record. Et la fréquence la plus basse est en Sardaigne, avec seulement 5% d'ApoE4. Donc, vous balayez toutes vos certitudes. L'ApoE, il faut le tester pour savoir comment on doit manger. Je pense que c'est réconfortant que Anthony Berthoud arrive exactement aux mêmes conclusions. Il va dans la même direction que moi pour ce qui est des sportifs. Hein. Il trouve que le fait d'être ApoE2 devrait orienter vers des sports de grande endurance, comme le marathon et l'Ironman. Donc où les efforts sont très prolongés et donc il faut absolument brûler des graisses, sinon il n'y a aucune chance de performer. Donc on se rejoint tout à fait là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop exprimé dans mes vidéos. Donc là, je pense qu'on est arrivés tous les deux à la même conclusion, mais on s'intéresse tous les deux, évidemment, à ces sportifs, indépendamment l'un de l'autre. Hein. On ne sait pas encore parler ou concerter, mais il faudrait probablement qu'on le fasse. Et donc... Ça touche aussi, si vous voulez, d'autres domaines que purement la nutrition. Ça peut toucher aussi l'activité physique et les choix qu'on peut faire de type d'activité physique. Tout ça est fascinant. Mais mettez au placard toutes vos certitudes, tous les mensonges sectogènes qu'on n'arrête pas d'entendre, comme quoi nous sommes tous pareils. Nous venons tous... d'ancêtres qui mangeaient du cétogène et qui étaient ApoE4, eh bien, tout ça est totalement faux et je vous mets les preuves scientifiques en annexe. Okay, alors, je ne sais pas pourquoi Goliath pleurniche. Bon, s'il n'a pas soif, parce que là, il avait son bol d'eau, c'est qu'il a faim. On va aller nourrir le Goliath. Ici, je vous ai nourri l'intellect. Okay. C'est un peu folklorique, un peu improvisé. C'est une vidéo du mois d'août, okay, qui ne ressemble pas du tout aux autres et qui est en format long, 40 minutes au lieu des 30 minutes, c'est-à-dire 38 minutes plus 2 minutes d'intro. Ok, je vous fais une petite intro, un peu d'allégresse pour vous mettre en forme pour écouter ces nouvelles informations. Et j'espère que ça vous plaît, en tout cas que ça plaît à ceux que ce sujet spécifique des génotypes intéresse. Ok, à bientôt. Au revoir.